Bonjour à vous. Alors, je vais reprendre ce que Martin était en train de dire. J'ai déjà co-dirigé ce séminaire il y a quelques années. Ouais. Mais j'en garde un très très bon souvenir et j'étais d'autant plus content d'accepter l'invitation qui m'était faite. Alors, je vais aborder mon sujet sous forme d'une question à laquelle je vais essayer de répondre. La question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'un sociologue, un historien, décide tout à coup d'écrire des romans, c'est-à-dire d'adopter le langage romanesque, sur des thèmes qui, au fond, rejoignent ceux qu'il traitait en tant que savant, si on peut employer ce mot-là. Je vais prendre deux voies pour répondre à la question. Je vais d'abord parler de mon dernier roman, Ouachat, et puis ensuite je prendrai en exemple le premier qui est Mistouk. Alors, avec Ouachat, ce qui est arrivé, c'est que vers 2005-2006, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la condition des Amérindiens, non pas vraiment comme historien ou comme sociologue, mais comme citoyen. J'étais un peu gêné de la condition qu'une société comme la nôtre, le Québec ou le Canada, faisait à cette population-là. J'avais été mis en contact avec un certain nombre d'aperçus de la condition de vie des Autochtones et j'avais été absolument renversé de voir ça. Alors je me suis dit, comme citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux au moins faire une étude. Et l'objectif que j'avais, c'était de reconstituer ce qu'on peut appeler le processus de déstructuration des sociétés et des cultures autochtones au contact des Blancs que nous sommes. En gros, donc, étudier l'effet de l'industrialisation sur la condition de vie des Autochtones, mais aussi l'effet des politiques pratiquées par le gouvernement fédéral dans leur rapport avec l'Autochtone. Alors, j'ai commencé à faire mon travail de sociologue et d'historien. Par exemple, j'ai reconstitué en détail, je suis devenu un gros corpus de données informatisées, l'avancée de l'industrialisation sur les territoires des Autochtones, et puis après ça, la construction des barrages, la construction des chemins de fer, enfin tout ce qui portait atteinte au territoire de chasse et donc au genre de vie des Autochtones automatiquement. Et j'étais assez avancé dans mon travail. Je faisais ça dans le cadre de la chaire de recherche du Canada, dont je suis toujours le titulaire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même que je mette un peu de chair là-dessus, parce que j'en étais venu à m'intéresser à un épisode extrêmement précis en rapport avec ce processus de déstructuration, c'est-à-dire le moment où les chasseurs, avec leurs familles, ont été obligés d'abandonner subitement, très subitement, d'une saison à l'autre, un genre de vie millénaire, et plusieurs fois millénaire, puisqu'on parle de quelques dizaines de milliers d'années d'occupation de ces habitants-là sur les territoires. Donc, de couper complètement l'accès aux territoires de chasse, où ils séjournaient la plus grande partie de l'année, 10 mois et un peu plus. Et donc l'accès à tout un genre de vie, à tout un univers symbolique, culturel, qui s'était élaboré progressivement sur des millénaires de pratiques et de vie familiale et collective sur ces territoires-là. Alors il m'a semblé que c'était d'une brutalité absolument extraordinaire, parce que cette coupure était vraiment survenue à l'instant même. Ça a été aussi brutal que ça. Et je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas aller interroger les témoins de cette coupure-là, les gens qui l'ont vécu, qui ont été fauchés radicalement? Et c'était facile d'en trouver, parce que ce n'est pas arrivé au 19e siècle ni au 18e siècle. Dans les communautés inoues de la Côte-Nord,
Ça va de cette île-là jusqu'à Blanc-Sablon. C'est arrivé, en gros, entre 1950 et 1970 ou 1975, dans les cas les plus récents. Donc, il était facile de trouver des vieillards, des vieux chasseurs, qui avaient vécu ça. C'est-à-dire qu'une année, ils sont allés au territoire de chasse et tout se passait exactement comme ça s'était toujours passé. Et puis l'année suivante, ils étaient campés dans une petite maison dans la réserve et c'était terminé. Et j'ai donc séjourné, j'ai fait de brefs séjours dans les 9 ou 10 réserves, entre guillemets, Inuits, sur la côte nord. Et je faisais des entrevues. Je me promenais dans les rues, je frappais aux maisons, je demandais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ici qui aurait plus de 75 ans, 80 ans. Je ne m'intéresse pas aux jeunes, seulement aux anciens. Et là, on me disait, ben oui, il y a un vieux chasseur là, qui est là. Plus personne ne s'occupait de lui parce que ces gens-là parlaient une langue qui n'était pas celle des jeunes, parce que toute leur langue reflétait la vie des territoires et le vocabulaire des territoires et les procédés techniques, etc. Par exemple, il y avait entre 10 et 16 mots pour désigner l'état de la neige, selon la température, selon l'heure du jour, selon que elle était récente ou ancienne, selon qu'elle était exposée au vent ou accumulée en forêt. Alors, tout ce vocabulaire-là, les jeunes ne l'apprenaient pas. Ça ne servait plus à rien. Bon. Si bien qu'à une distance qui s'était creusée, les jeunes savaient qu'ils n'avaient plus rien à apprendre de ces ancêtres-là. Et ils avaient eux-mêmes leurs problèmes parce que non seulement ils étaient coupés du passé, mais il n'y avait rien aussi que l'avenir leur offrait. Parce que dès qu'ils sortaient de la réserve, ou bien ils étaient rejetés, ou bien ils étaient en compétition avec les Blancs et très mal armés pour tenir cette compétition, etc. Donc, les jeunes avaient leurs propres problèmes, s'auto-détruisaient pour une part, et ces vieux restaient là dans le coin. On les laissait là. Le visage que j'ai, ils étaient assis sur une chaise berceuse près d'une fenêtre, ils regardaient dehors. Il n'y a personne qui s'intéressait à eux. Personne ne leur avait jamais demandé de commenter la rupture brutale dont ils avaient été victimes, qu'ils avaient vécue. Alors moi, j'arrivais et je leur disais, j'aimerais parler à ce monsieur-là. Souvent, il fallait un interprète parce qu'il ne parlait pas français, mais souvent, il parlait français aussi. Et là, la première réaction, tout le temps. Mais moi, je n'ai rien à vous dire. Ça n'a aucun intérêt. Regardez, personne ne s'intéresse à moi. Ils ont bien raison. Moi, je suis tout seul tranquille. Mais non, on peut commencer quand même. Hein? Bon. Alors, j'ai commencé à leur faire raconter leur histoire. Et là, j'ai vécu des moments, pour un occidental, pour un blanc comme moi, des moments absolument incroyables. J'ai eu le contact avec un type de parole qui m'était totalement inconnu, que je n'avais jamais entendu de ma vie. Un art oratoire complètement différent de ce qui nous était familier. C'est-à-dire un art oratoire, par exemple, qui mêle la parole et les silences. Le silence fait partie du récit. Et là, j'ai dû subir une épreuve assez étonnante. C'est que les vieux, j'étais assis devant eux, me parlaient, puis tout à coup, ils arrêtaient de parler, mais ils continuaient à me regarder. Parce que pour eux, le dialogue n'était pas rompu. Ça continuait simplement d'une autre façon. Mais avez-vous déjà essayé de vous mettre face à quelqu'un, puis de le regarder, puis de vous faire regarder, mais de ne pas parler? Pour nous, c'est insoutenable. Absolument insoutenable. Alors, dans ces cas-là, la première réaction, c'était de me mettre à parler. Enfin, je disais n'importe quoi. Je voyais bien qu'il fallait que je me taise. Mais j'ai fini par apprendre. J'ai fini par apprendre que le silence faisait partie de leur conversation. Et le silence était souvent beaucoup plus impressionnant que ce que je disais, parce que souvent, ça recouvrait ou ça venait tout de suite après des récits d'une dureté étonnante que eux, et là c'est le deuxième trait qui me frappait, qu'ils racontaient sur un ton d'une douceur, d'une sérénité, ça me renversait. Des choses absolument révoltantes que nous autres, on aurait racontées en criant, en hurlant. Eux, c'était le contraire. Plus ils parlaient doucement, plus c'était dur et pesant. Alors, un art oratoire, vraiment qui m'était absolument pas familier, mais qui était d'une efficacité absolument incroyable. Je sortais de là absolument bouleversé. Et je mentionne en passant que
au moment de l'entretien, j'étais tout seul avec le vieillard, ou parfois avec le traducteur, la traductrice. Mais à la fin, il y avait une douzaine de personnes. Ils étaient réunis parce que, distraitement, ils entendaient un peu ce que le vieux était en train de raconter. Et là, ils découvraient tout ça. Et puis après ça, il y a des voisins qui passaient et puis qui venaient. Venez donc, un tel est en train. On se ramassait toute une bande dans la maison, à genoux, silence sacré, devant ce vieillard qui récitait son passé de la façon que j'ai dit. Alors ça, j'ai fait à peu près 150 entrevues de ce type-là dans les communautés amérindiennes. Et puis, je repensais à mon idée de départ, qui était de marier ces données orales avec mes données sur les constructions des barrages, puis l'avancement de l'industrie minière, puis les chemins de fer, etc. Je disais, là, ça ne va pas, là. Hein, ça ne va pas. Je vais profaner ces données-là. Je vais les rabaisser, je vais les détruire, je vais les appauvrir. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, j'ai abandonné mon projet de monographie et j'ai décidé de faire un roman pour préserver cette parole-là. Cette parole-là et les récits dont elle était porteuse et toute la tragédie qu'il y travaillait, toute la tragédie qu'elle racontait. Alors, c'est pour ça que j'ai fait Ouachat. C'était pour moi le seul médium qui permettait de préserver, de reproduire cette parole en sauvegardant toute sa résonance, toute sa densité, tout son mystère aussi, et sans commentaire. Il n'y avait rien à ajouter. Le sociologue ou l'historien ne devait surtout pas penser à ajouter quelque chose pour compléter, enrichir, faire comprendre, expliquer cette parole-là. Surtout pas. Il fallait qu'il se fasse le plus silencieux possible pour laisser toute la place à la parole elle-même. Voilà donc ma première façon de répondre à la question. Il faudra que quelqu'un m'arrête après 45 minutes, s'il te plaît. Merci. La deuxième façon, c'est un petit peu la même chose. Avec Mistook, j'étais pas mal avancé dans la construction de ce fichier de population qui s'appelle le fichier Balzac, qui permet maintenant de construire par ordinateur toutes les histoires de famille, toutes les généalogies sur l'ensemble du Québec depuis le XVIIe siècle jusqu'à... C'est rendu maintenant à dans les années 1960 à peu près. Et puis j'avais jumelé à ces données-là des informations de nature économique, culturelle, etc. Donc j'étais prêt à l'exploiter pour faire une monographie comme j'en avais toujours rêvé, en tout cas depuis longtemps. Et finalement, encore là, mais on est en 1995 à peu près, là. Donc c'était avant Ouachat. Et là, je m'étais dit, même chose. Il faudrait quand même que je mette un peu de chair sur l'ossature, là, un peu sèche, hein, qui sort du fichier, pour mettre un peu de vie dans le langage du sociologue et même celui de l'historien, parce que moi, je pratiquais l'histoire sociale, donc très, très scientifique, largement quantitative, etc. Donc je me disais, il faut mettre un peu de sel là-dedans. Et là, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai découvert que au Saguenay, on conserve un fonds d'archives orales qui comprend près d'1 millier d'entrevues. Des entrevues qui ont été faites avec des vieillards à partir des années 1930. Donc des vieillards qui sont capables de raconter, des gens du peuple, hein, de conditions extrêmement modestes, mais qui sont capables de raconter à la première personne la vie quotidienne, des conditions précises qui ont été celles de la colonisation et du défrichement, à partir du début de la région, à partir de 1840 ou 1850 à peu près. En 1930, vous interviewez quelqu'un qui a 85 ans, il est capable de parler des origines. Puis s'il en manque un bout, il se rappelle ce que ses parents ont raconté à la table familiale, etc. Donc, il est capable de reconstituer dans le détail la vie de ces colons-là. Et je me suis aperçu que c'était sans précédent. On n'avait rien là-dessus. On sait ce que certains élites en ont dit. On connaît les portraits que les élites ont décrits. Mais la parole des acteurs eux-mêmes, on n'avait jamais vu ça. Alors moi, j'ai passé à travers tout ça. J'ai mis tout un été là-dedans pour lire ça au complet. J'étais exalté. Je ne revenais pas de ce que je trouvais. Et puis j'ai tellement aimé ça que... Alors il faut savoir comment les défrichements ont procédé au Saguenay.
Ça a commencé à l'est de la région en 1840, puis à mesure que les territoires se remplissaient, les familles se déplaçaient vers l'ouest, si bien que le front pionnier primitif qu'on a pu observer dans les années 1840 s'est déplacé, et on pouvait l'observer encore jusque dans les années 1940, dans les derniers villages de colonisation qui ont été ouverts à 20, 30, 40 kilomètres à l'ouest du lac Saint-Jean, dans la brousse, dans les roches, les ronces, etc. Même vie primitive, absolument renversant, incroyable. Alors, moi, je me suis dit, je ne peux pas faire des entrevues avec des acteurs qui vont me parler des tout débuts, mais je peux faire des entrevues avec des acteurs qui vont me parler des années 1920, 1930, 1940, etc., et qui vont me décrire ce qu'ils ont vraiment vécu. Alors, j'ai fait, moi, plusieurs centaines d'entrevues comme ça. Et là, mon étonnement, ma découverte a été du même ordre. J'ai découvert d'abord une vie extraordinairement miséreuse. On ne peut pas se douter de ce que ces gens-là ont vécu au début des défrichements. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps là, parce qu'on est pressé, mais vous aurez compris, faites-moi confiance, c'est absolument extraordinaire. Et même la traversée de Charlevoix au Saguenay, ceux qui avaient un peu d'argent, ils affrétaient une goélette et puis ils s'en venaient par le fjord. Mais la majorité n'avait pas assez d'argent. C'était une émigration de la pauvreté. Alors, ils partaient à pied à partir de Saint-Urbain, puis ils se lançaient dans les montagnes. Là. Je ne sais pas si vous avez une idée des montagnes du nord de Charlevoix. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir ça. En général, on visite le littoral. On ne va pas voir les montagnes derrière. C'est absolument renversant de voir ça. Ils se lançaient là-dedans à pied, avec des enfants, des vieillards, une couple de cochons, des poules, un mouton. La plupart décédaient durant le trajet, ça prenait 7 ou 8 jours. Comme ils partaient tôt pour pouvoir défricher puis semer des pommes de terre avant que l'hiver arrive au Saguenay, ils partaient au début de mai. Ils se faisaient prendre par des tempêtes une fois rendus dans les sommets. Ils se perdaient, ils manquaient de nourriture, ils étaient obligés de tuer puis de manger leurs chiens. Quand ils arrivaient au Saguenay, il fallait qu'on les ampute des doigts, des mains, des pieds. Invraisemblable les récits qu'on voit là-dedans, ce que ces gens-là ont subi. Et puis après ça, quand ils sont arrivés au Saguenay, le début de la colonisation, là, je découvrais tout ça. Et je découvrais aussi la langue dans laquelle ces acteurs-là décrivaient ce qu'ils avaient vécu. Une langue extraordinaire, une langue libre, totalement irrespectueuse, imagée comme tout, parce qu'ils étaient tout seuls. Il n'y avait pas d'institution qui leur disait comment il faut prononcer les choses, etc. Et ça venait spontanément. Par exemple, pour dire que les Indiens étaient courageux puis c'était pas tuable dans le bois, ils disaient c'est immourable. Et souvent, ils disent les immourables. Hein? C'est un joli mot, c'est magnifique. Mais ça n'a jamais été repris dans la littérature. Il n'y a jamais eu de lettrés qui se sont penchés pour aller prendre ça puis mettre ça en valeur dans des romans. Bon. Alors, ça, je découvrais aussi. Je découvrais, troisièmement, que ces gens-là étaient l'opposé du colon qu'on nous décrit dans les romans, les contes, le langage des discours patriotiques du 24 juin, etc. C'était des rebelles, c'était des gars tough qui se tenaient debout, pas achalés, qui ne se laissaient pas écœurer, rebelles à l'autorité. L'autorité extraordinaire. Le premier vétérinaire qui a osé se présenter chez ces habitants-là pour vacciner leurs vaches, je peux vous assurer qu'il est retourné vite à Québec. Les premiers policiers qui sont venus pour attraper les contrebandiers, il y a un groupe de policiers de Québec qui sont venus sur le perron de l'église pour les attendre après la messe. Ils ont eu la surprise de leur vie. Ils ont été obligés de retourner à Québec assez vite. Ils étaient chez eux. Hein. Bon. Alors, ça, ce type-là, on ne l'a jamais beaucoup vu non plus dans les romans, puis dans la littérature nationale de la deuxième moitié du 19e siècle, et même dans la première moitié du 20e. On l'a vu reparaître au moment de la Révolution tranquille, où là, on a changé de héros, puis on a posé d'autres questions, puis on a cherché d'autres réponses dans notre passé. Mais avant ça, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. Je découvrais de cette façon-là que la vision de la colonisation puis de la société rurale était une chose assez compliquée. En fait, il y avait... D'abord, il faut dire que les nouvelles régions, les nouvelles sociétés donnaient tout lieu à des utopies, comme dans toutes les sociétés du Nouveau Monde. Quand des immigrants arrivent sur des territoires qu'ils considèrent comme inhabités,
qu'ils imaginent comme d'une richesse illimitée, où on peut recommencer le social et le reconstruire de façon idéale, c'est un lieu qui est extrêmement propice à la formation des utopies. Alors, au Saguenay, il y a eu 2 utopies. C'est ça que je découvrais avec mes entrevues. Il y a eu l'utopie de l'Église, bien sûr, puis des élites bien pensantes. Le Saguenay, ça va permettre de reconstruire la francophonie telle qu'elle était au moment de la Nouvelle-France. C'est de reconstruire une Nouvelle-France. Donc, de congédier l'épisode du colonialisme britannique, puis de reprendre là où l'âge d'or avait été interrompu. Et là, on avait tout ce qu'il fallait pour ça. On avait des prêtres pour encadrer ces colons-là, pour en faire des bons catholiques qui allaient consacrer leur vie et leurs efforts à défricher pour ériger de belles paroisses. Puis quand ils regardaient vers le nord, puis ça peut aller loin, là, quand on est au Saguenay, ils voyaient là un essaim de belles paroisses religieuses, puis l'horizon parsemé de clochers d'église, avec des beaux champs de blé doré où les cultivateurs avec leur famille s'activaient. Ça, c'était l'utopie de l'Église et des élites bien pensantes. Moi, je découvrais qu'il y avait une autre utopie parmi les colons eux-mêmes. D'abord, la majorité de ces gens-là, après les années 1860, étaient déjà allés aux États-Unis à cause de la pauvreté qui sévissait dans les campagnes saguenayennes au moment du défrichement. Plusieurs avaient l'idée de partir avec la famille, d'aller travailler dans les factories pendant 2 ou 3 ans, de faire travailler les enfants, puis ramasser un pactole. Pour eux, c'était un pactole. Quand il y a 6 enfants qui travaillent à l'usine, plus le père. Alors, après 2-3 ans, ils revenaient. Et puis là, avec l'argent qu'ils avaient ramassé, ils achetaient des superficies considérables, non défrichées, où là, ils savaient qu'ils pourraient établir les enfants pendant 2 ou 3 générations. Mais quand ils regardaient vers le nord, ce n'est pas un essaim d'église qu'ils voyaient. C'était un essaim d'industrie, un essaim d'usines, avec des chemins de fer, puis des mines, puis de la fumée d'usines, comme aux States. Je l'ai entendu des centaines de fois. Ils voulaient faire comme aux States. Ils avaient été éblouis par ce qu'ils avaient vu aux États-Unis. Le progrès, les buildings, les usines, des choses qui les renversaient. Puis ils n'avaient pas été les seuls. Tout le monde occidental accourait vers les États-Unis à la même époque, attiré par le même rêve. Alors, eux autres, ils faisaient la même chose quand ils revenaient. Ils étaient tellement éblouis par ce qu'ils avaient vu qu'ils disaient c'est ça qu'il faut faire. Hein, au Saguenay. Alors, il y avait une deuxième utopie qui se heurtait à la première. Et ça, à mon avis, c'est les 2 clés, ou c'est la clé qui permet, je crois, d'approfondir la connaissance de ces sociétés. C'est le conflit des 2 utopies. Mais on ne peut pas connaître la deuxième si on n'a pas accès aux aveux, aux discours des acteurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce discours-là a été censuré, cette mémoire-là a été refoulée par les élites. Ces gens-là étaient considérés comme scandaleux. Ils ne parlaient pas le français que les élites auraient voulu qu'ils parlent. Ils revenaient des États-Unis avec des danses qui étaient scandaleuses. Ils avaient pris le goût du cinéma. Ils fumaient des cigarettes achetées. Donc, ils se perdaient dans le luxe. Ils rêvaient de la ville, de l'immoralité. Et puis surtout, ils rêvaient d'industrie, de ville, etc. Donc, il fallait surtout taire cette voie-là. Il fallait la taire, sinon elle aurait contaminé l'autre, etc. Je vous rappelle la grande directive qui a été formulée par Henri Raymond Casgrain, dont on dit qu'il est le père de la littérature nationale. Alors, tenez-vous bien, c'est quand même assez extraordinaire. Il faut peindre le paysan non pas tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est formidable comme programme. Hein? Puis c'est exactement comme ça aussi que les choses se sont passées. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que nos littéraires n'étaient pas des imbéciles quand même. Ils subissaient la censure, devaient se soumettre à certaines règles pour avoir une reconnaissance dans la société. Et il y a des littéraires qui ont étudié un phénomène très intéressant, c'est que dans des contes ou dans des romans, on voit des échappées du Nouveau Monde. Ce que j'appelle le Nouveau Monde, là, c'est mes habitants qui voulaient faire comme aux States, là, qui avaient frayé avec la réalité du territoire, etc. On voit des échappées, des éclaircies du Nouveau Monde, mais elles sont tout de suite contrôlées à la fin pour trouver un dénouement qui est conforme à la morale du temps. Comme s'il y avait un blocage dans le roman, un empêchement, en quelque sorte. Notamment, je me rappelle dans des contes de Taché,
Qu'est-ce que c'est prénom taché? Joseph Eugène? Joseph Eugène? Bon, alors, on a étudié de ces contes exactement pour montrer ça. Au début, l'intrigue, les personnages sont très libres, sont même un petit peu scandaleux, mais ça s'arrange vers la fin. Le dénouement est toujours conforme à la moralité du temps. C'est la même chose avec le roman Maria Chapdelaine. C'est une affaire extraordinaire. Moi, j'ai interviewé des vieux qui m'ont parlé de Louis Aymon, qui l'avaient connu, qui étaient des petits garçons quand il est arrivé au village. Quand Louis Aymon est arrivé, il y avait une usine de pâte et papier à Péribonka qui venait d'être ouverte. Vous imaginez ça dans les villages de colonisation avec une usine de pâte et papier? Hein? C'est comme une usine à chips, je ne sais pas où, là, dans le fond. Alors, c'est sûr que quand il y avait des visiteurs, ils disaient ben, venez voir notre usine. Hein? Ils étaient tout contents de voir leur usine. Il n'allait pas leur montrer les vaches, puis les tables, puis tout ça. Il allait leur montrer l'usine, comme aux States. Quand Louis Aymon est arrivé, on dit venez voir notre usine. Louis Aymon n'est même pas allé voir l'usine. Ça ne l'intéressait pas. C'est sûr que ça ne l'intéressait pas. Des usines, il y en avait en France, il y en avait en Angleterre. Et puis Louis Aymon, il n'était pas venu pour montrer les usines. Hein. Il n'était pas donné tout ce mal-là pour venir à Péribonka. Il voulait voir la France en train de s'étendre vers le Grand Nord, dans la sauvagerie du Nouveau Monde. Un visage de la France qui était inconnu et qui allait étonner son public, à lui en Europe. Avec raison. C'est pour ça que ça a marché, son affaire. Mais les habitants ne comprenaient pas ce qu'il est venu faire ici, ce gars-là. Hein? Alors, quand il a fait son roman, les vieux qui savaient lire ont lu ça, ils l'ont raconté à d'autres. C'était bien fâché. La Société des écrivains, des arts et lettres, je ne sais pas trop, du Québec, était venue de Montréal pour ériger un monument à Louis Aymon. Alors, ils ont érigé le monument. Le lendemain, les habitants sont partis, ont pris le monument, ils l'ont sacré dans le lac. Ils disaient, c'est que c'est cette affaire-là? En voulant dire, on ne veut pas du monde plié, nous autres. Hein? On est... Puis, nous autres, se souvenir de la mémoire, c'est cette affaire-là. On veut faire comme aux States. Hein? Alors, je me retrouvais avec tout ça. Puis là, je dis maintenant, il faut que je marie ça, moi, avec les données qui sortent du fichier de population. Ah, puis là, j'ai essayé un bout de temps de visser ça l'un à l'autre. Ça ne marchait pas. Hein? À moins, encore une fois, d'appauvrir terriblement mes données, parce que tout ce que je vous dis là, c'était exprimé avec la parole des acteurs. C'était des gens, je peux vous dire que c'était des gens qui avaient de la santé, qui étaient très orgueilleux, vaniteux même, puis avec raison. Hein? Quand on sait de quoi ils étaient partis pour s'établir puis développer leur ferme, le sentiment qui est né de tout ça, c'est un sentiment de fierté, de confiance en soi, d'arrogance même, et surtout de liberté. Hein? Ils se comportaient comme des monarques sur leur terre. Ils ne se sentaient pas diminués, les autres, d'être cultivateurs. Au contraire, quand les grandes compagnies américaines sont venues ouvrir les premières usines, l'usine de l'Alcan, par exemple, alors, ils pensaient faire comme partout ailleurs, d'aller embaucher dans les campagnes hein, pour sous-payer, faire un nouveau prolétariat. Puis en général, ça se précipitait hors des campagnes pour aller travailler à l'usine, pas au Saguenay. Les habitants n'ont pas voulu aller travailler là. On ne va pas aller travailler pour un contremaître. Se mettre sous la dépendance d'un gars de la ville, souvent d'un Anglais, ben, jamais de la vie. On est bien trop autonome, on est libre sur nos terres. Alors, il a fallu recruter les main-d'œuvre ailleurs parce qu'ils ne s'en trouvaient pas au Saguenay. Les habitants ne voulaient pas aller travailler. Alors, j'ai dit, je vais faire un roman. Je vais essayer de faire un roman avec ça. Hein? Je trouvais que le langage romanesque était le seul qui permettait de reproduire la couleur, les résonances de ces paroles-là et de ce qu'elles racontent. Ça va? Il reste du temps? Une bonne quinzaine de minutes? Bien. Alors, pour moi, comment je dirais, ça a été en même temps une espèce de retrouvaille pour moi, parce que quand j'ai fait, après avoir construit le fichier de population, là, qui permet de construire les généalogies sur quelques siècles à l'ensemble du Québec, j'ai eu l'idée de construire la mienne, parce que la généalogie ne m'avait jamais intéressé. J'ai construit la mienne, je me suis aperçu qu'au Saguenay, elle reproduisait exactement la marge du peuplement. Mon arrière-grand-père est venu s'établir à la baie, mon arrière-grand-père s'était déplacé vers le lac Saint-Jean, l'autre, etc. Et puis, mes parents sont nés
dans le village qui faisait partie des derniers villages ouverts à la colonisation. Alors ça, c'était dans les années 1925. Cette société-là, avec son utopie, là, elle pouvait marcher à la condition qu'il y ait des terres libres pour établir les enfants. C'est ce qui leur permettait d'avoir 10 ou 12 enfants par famille en moyenne. Alors, il y avait une rationalité là-dedans. Pourquoi est-ce qu'ils avaient tant d'enfants? C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans toutes les collectivités neuves, et pas seulement dans la région du Québec. Mais quand ces habitants-là arrivaient au Saguenay, ils ne pouvaient pas embaucher pour faire des défrichements. Il n'y avait personne qui offrait ses bras. Puis il n'y avait pas d'argent pour les payer non plus. Alors, il fallait des enfants. Il fallait des enfants pour fournir la main-d'œuvre des défrichements et pour prendre soin des vieux lorsqu'ils ne pourraient plus travailler, pour assurer une sécurité du vieillage. Et c'est pour ça qu'il y avait une logique, très grande logique, dans le fait d'avoir plusieurs enfants. Et le système a fonctionné tant qu'il y a eu des terres libres pour défricher. Et là, le modèle que j'ai reconstitué, les familles s'établissaient par exemple au début à la baie. Et là, une espèce de micro-région, pendant 2 ou 3 générations, ça allait bien. À un moment donné, il n'y avait plus de terre pour s'établir. Alors là, le système bloquait. Alors, ce que le cultivateur faisait, il vendait sa terre à un prix relativement élevé parce qu'il y avait une pression agraire. Et avec le prix de la terre, il allait acheter jusqu'à 7, 8 et 9 fois plus grand, un peu plus à l'ouest, des terres non défrichées. Mais il arrivait là avec sa famille, avec une dizaine d'enfants, dont les plus vieux pouvaient commencer à défricher. Et quand il y en avait un qui arrivait à l'âge adulte, prêt à se marier, on pouvait lui donner un morceau de terre où il pouvait s'établir. Et assez grand pour que lui fasse le même processus que son père. Sauf qu'après 3 générations, c'était plein aussi. Alors, il fallait faire un autre bond. Mais ce n'était pas infini, ça, parce qu'au Saguenay, je sais, vous connaissez tous très bien le Saguenay, là. Vous êtes tous allés à Saint-David-de-Falardeau, hein, j'en suis convaincu. On ne pense pas aller ouvrir des terres au-delà de Saint-David-de-Falardeau, là, parce que l'hiver commence au mois d'août, puis finit au mois de juin. Hein. Puis la terre, c'est de la roche, puis ça ne se prête pas à l'agriculture. Ils l'ont fait quand même. Dans la région du Lac-Saint-Jean, ils ont essayé d'établir des villages comme ça, très, très loin, dans des conditions qui s'y prêtaient absolument pas. Alors, le point de saturation des terres dans l'histoire du Saguenay, c'est une date déterminante. C'est celle à partir de laquelle tout le système va éclater. Le système ne pourra plus marcher du tout. Alors moi, c'est arrivé à la génération de mes parents. Ils ont eu le temps de se marier, ils ont habité avec leurs parents. Et puis, normalement, mon père aurait eu une terre pour s'établir, mais il faisait partie de ceux qui se sont fait dire, « Désolé, il n'y a plus de terre. C'est fini. Alors, ramassez vos petits, allez-vous-en. » C'était aussi simple que ça. Alors, ces gens-là se retrouvaient en ville, sans aucune préparation, aucune instruction, aucun métier, dans la misère noire. La génération perdue, la génération manquée. Et en plus, c'est arrivé durant la crise économique de 1929-1935. Il y a eu une génération là qui a vécu quasiment autant de misère que la première génération là, primitive. C'est chez ces gens-là que l'idée de l'instruction est apparue. On va dire, au moins, nos enfants ne vivront pas ce qu'on a vécu, on va les faire instruire. L'instruction, c'était la clé de tout, parce qu'il avait vu les notables dans le village. Il avait vu l'avocat, puis le notable, l'arpenteur, puis le médecin qui était bien habillé, puis il y avait des grosses maisons, puis il y avait des beaux grands chevaux qui couraient plus vite que... Bon. Alors, ils ont dit, l'instruction, c'est ça qu'il faut pour nos enfants. Entre parenthèses, pourquoi ça n'a pas marché tout de suite, l'instruction? À cause de l'opposition de l'Église, à cause de l'opposition des élites. Quand le sage s'est mis à dire dans les années 60, qui s'instruit s'enrichit pour ouvrir des écoles, ça faisait longtemps que les habitants se le disaient chez eux. Mais c'est les élites qui ont retardé la Révolution tranquille. Ce n'est pas le peuple qui traînait, c'est le contraire. Bon, je ferme ma parenthèse. Oui, pas en campagne électorale. Ben oui, en campagne électorale. Okay. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'après la génération de mes parents, l'élan de tout ce système social et culturel était si fort qu'il y a des gens qui ont continué, qui ont voulu le perpétuer sur des terres qui n'avaient aucun sens. Alors, il y a des villages, je le disais tout à l'heure, qui ont été ouverts dans les années 1940. Là. Les gens partaient à pied, il fallait qu'ils marchent souvent 20-25 km pour se rendre au lot qu'ils avaient acheté. Et tout le reste était toujours transporté à dos d'homme pendant des années et des années. Tout ce dont ils avaient besoin. Alors, je dis, moi, et c'est quelque chose qui me scandalise profondément. Là, je sors des critères scientifiques là, parce que ça devient personnel à un moment donné, ces affaires-là. Peut-être que ça l'est au départ, puis que ça ne cesse jamais de l'être. Hein. Moi, j'ai été scandalé par le fait que, encore une fois, nos élites littéraires
n'ont pas daigné se pencher pour alimenter leurs œuvres de ces réalités-là. Comme ça s'est fait aux États-Unis, comme ça s'est fait en Australie. En Australie, par exemple, la littérature nationale, qui s'est formée à partir de la fin du 19e siècle, s'est nourrie exclusivement de ces réalités-là. Les réalités des premiers immigrants, l'éloge du bushman, le gars tough dans la brousse, etc., sauvage, rebelle, sacreur, buveur. C'est ça qui devenait le héros du littéraire. Hein? Ici, c'était tout le contraire. On a censuré, on a refoulé cette image-là. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir la suite de ça. Là. C'est mon punch. À un moment donné, après avoir publié Mistook, je reçois une invitation d'une école de Kenugami, une école internationale, vous savez, où on choisit les meilleurs élèves. Puis, bon. Alors moi, j'arrive là, puis on me demande de parler de Mistook. Je leur raconte brièvement ce que je suis en train de vous dire, pour que les enfants découvrent de qui ils descendaient. Hein, ils ne descendaient pas de petits colons niaiseux, là, ma mère, puis à genoux devant l'église, puis le prêtre, descendaient du monde tough. Malheureusement, on n'en avait pas construit la mémoire. C'est bien qu'on n'a pas nourri l'identité de nos générations de ces modèles-là. On n'aurait pas eu besoin de faire la Révolution tranquille si on avait eu ça, puis la souveraineté, on n'en parlerait plus, ça serait fait depuis longtemps. Hein, parce que si on avait confié ça à des gens du Lac-Saint-Jean, là, ça serait pas rendu là. Bon. Alors, je fais mon affaire, mon exposé, puis après ça, les étudiants me posent des questions, toutes des belles questions préparées avec leurs professeurs. Les professeurs étaient tous alignés en arrière, puis surveillaient les étudiants s'ils poseraient bien leurs questions, puis ils leur posaient très, très bien. C'était parfait. Il y avait à peu près une vingtaine de professeurs derrière. Puis après un certain temps, c'est fini. Ils ont posé leurs questions. Puis là, il y a quelqu'un qui s'avance pour mettre fin à la séance, puis me remercier. Il y a un gars en arrière, un professeur, un gars dans cinquantaine. Il dit, attendez, j'ai une question. Alors, il dit, Monsieur Bouchard, puis là, la gorge serrée, puis il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Le professeur qui pleure devant les étudiants, il s'est tout tourné en arrière, des collègues aussi, c'est qui fait là. Alors moi, je vais arrêter. Hein. Il n'arrête pas. Il pleure. C'est long pour être à la l'aise. Puis, finalement, il réussit à reprendre le contrôle, puis là, il hoquette comme un enfant. Puis il réussit à raconter son affaire. Qu'est-ce que c'était l'affaire qu'il voulait raconter? Il me dit, moi, vous savez les villages là, dont vous venez de parler, là, au bout, là, hein, dans la misère noire, tout ça, là, moi, c'est là que j'ai vécu, moi. Puis là, il se met à nous raconter, puis devant les étudiants qui étaient là, qui n'en revenaient pas, comment ça se passait? Quelle sorte de vie ils ont vécu là-dedans? Le matin, qu'ils se levaient, qu'il n'y avait rien à manger. Il se couchait le soir, il n'y avait encore rien mangé, sauf les bleuets qu'ils avaient pu trouver, des noisettes, puis des herbes que les sauvages leur avaient dit que ça, c'est bon pour ci, pour ça. Puis mal habillés, puis mal soignés, puis malades. Puis les autres, ils étaient 14. Il y en a 5 qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas été soignés, que le médecin ne pouvait pas venir, c'était trop loin. Puis, bon. Alors, il dit, là, vous allez me permettre de donner un petit coup d'ascenseur de mon côté. Il dit, je pense que vous êtes le premier à avoir parlé de nous autres. Puis là, il voulait me dire, merci. Il aime bien merci. Moi, je ne connais pas de prix, de reconnaissance ou de distinction plus relevée que ce genre de témoignage-là quand on vient de publier un roman. Il n'y a pas de prix littéraire qui peuvent égaler ça. En tout cas, dans la salle, là, c'est resté figé, impressionné. Ça a pris quasiment 2 minutes avant de lever la séance. Puis le gars, il est parti. Je ne l'ai jamais revu. C'est extraordinaire, hein? La violence qui reste encore dans la mémoire de ces familles-là, qui est restée non seulement non dite, qui a été refoulée. Extraordinaire. Hein? J'ai encore 2 minutes. Deuxième roman, Picoba. Alors là, j'avais des choses qui se passaient en ville, et je voulais situer mon héros dans un milieu pauvre. À Jonquière, c'était facile de trouver des places comme ça. Mais il y en avait une en particulier que je connaissais bien parce qu'il y avait une scierie là, au bout d'une rue, dans la paroisse Saint-Georges. Je sais que vous êtes presque tous allés à Jonquière, vous connaissez bien ça. Et c'était la rue la plus pauvre de Jonquière. Puis
moi puis mes frères, on y allait souvent parce que notre père charroyait des croûtes, puis du brin de scie, puis tout ça, puis il nous amenait l'été dans la cabine, puis donc on voyait ces affaires-là, ces gens-là, tout ça. Et quand donc j'ai eu l'idée de situer mon personnage dans ce milieu-là, je suis parti un dimanche matin avec ma voiture, je suis allé la stationner au bout de c'est la rue Châteauguay. Je suis allé la stationner au début de la rue, puis là, toute la journée, j'ai marché, d'abord d'un côté, rendu au bout au dépotoir, où il y avait l'ancienne scierie de mon père, je suis revenu par l'autre côté. Quand il y avait du monde sur les galeries, des gens assez âgés, je lui ai dit, moi, je ne m'intéresse pas aux jeunes. Je montais, puis je leur parlais. Ils me demandaient, qui t'es, toi? Ben, moi, je suis le fils du gars qui passait en troc, là, avec des croûtes, puis du brin de scie, là, puis des... Ah, ouais, bon. Alors là, je les interrogeais. Savez-vous ce que j'ai trouvé chez ces familles-là, chez tous les vieux que j'ai interviewés? La révolte. La révolte. La vraie révolte. Encore brûlante, là, toute fraîche, qui s'exprimait en sacrant chez ces vieux-là, là, qui avaient 85 ans. C'est comme s'ils avaient été mordus la veille. Là. Puis ils sacraient contre qui? D'abord contre les prêtres. Ils sacraient contre les médecins. Ils sacraient contre les avocats, les notaires, tout ce monde-là. Il y en a un qui me racontait qu'eux autres, ils vivaient dans une maison où il n'y avait pas de plancher. Et ils étaient 14 dans cette maison-là. Des journées, la moitié du temps, ils ne mangeaient pas. C'est tout à fait vrai, là. C'est pas arrivé, ça, dans les romans de Victor Hugo, là, Les Misérables. Là. C'est arrivé dans une rue de Jonquière, là, il y a 40 ans, 50 ans. Là. Bon. Puis il dit, le curé de la paroisse, il passait chaque année pour les... pas la dîme, la visite des familles, là, pour payer le salaire du bedeau, puis pour voir si la moralité de la famille était correcte, et puis si le dernier enfant n'était pas trop vieux, si le dernier enfant marchait, il fallait dire à la mère, « Hey, là, c'est le temps de remettre les choses en marche. Hein? » Donc, je ne me souviens plus comment ils appelaient ça d'abord. Là? Oui, la visite paroissiale, mais il y avait un nom. Il y avait un nom plus technique que ça. En tout cas. Alors, il me parle du curé qui venait faire la visite. Il y en a plusieurs qui m'en ont parlé, là. Il y en a la moitié qui m'en ont parlé. Ça, c'est un curé qui roulait en Lincoln, puis qui changeait sa Lincoln à tous les ans. Voilà la blague, là. Il était connu dans toute la ville, là, ce curé-là. Là. Mais lui, il était curé de cette paroisse-là. Là. Alors, ils me disent, il arrivait avec sa voiture, il me disait, vous allez me permettre là, de reconstituer un peu le vocabulaire de mes informateurs. Hein? Il disait, il venait même pas à pied, l'enfant de chienne. Il arrivait avec sa Lincoln, il s'arrêtait devant la porte de la maison, il rentrait. Puis eux autres, c'était du monde catholique, là. C'était du monde anticlérical, mais c'était très catholique. Là, hein? Bon, alors, il avait ramassé quand même quelques scènes là, qu'il mettait d'un cruchon, puis il donnait 4 scènes, 8 scènes, des fois 10 scènes qu'il avait ramassé durant l'année. Il mettait ça dans la poche, il reprenait son Lincoln, puis il allait l'arrêter devant la porte de la maison suivante. Ça. Alors, la révolte, la vraie révolte. Là. Je vais finir là-dessus. J'ai été invité à Montréal dans un cercle littéraire pour parler de Mistook. Puis forcément, je leur raconte des choses comme ça. Et puis là, il y a un vieux monsieur derrière la salle qui se lève, parce que j'avais parlé du curé, puis je l'avais nommé. Le curé Saunier. Un vieux monsieur qui se lève, très poli, bien impressionnant. Il dit, Monsieur Bouchard, il dit, vous allez peut-être savoir que le curé Saunier, dont vous venez de parler, c'était mon oncle. Oups! Là, moi, hein? Dans la salle. Et là, le gars, il était bon. Il laissait couler. Là. Mais il dit, vous aimerez peut-être savoir aussi qu'il était encore bien pire que ce que vous avez dit. Voilà, en gros. Merci.